Bonjour à tous et bienvenue dans ce 34e numéro d'Interaction consacré à la Syrie. Après les obus tirés dans la nuit de vendredi à samedi par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, Donald Trump a tweeté « Mission accomplie ». Theresa May et Emmanuel Macron se sont employés à convaincre leurs opinions du bien fondé de cette action punitive, applaudie par Israël, la Turquie ou l'Arabie saoudite par exemple, mais dénoncée farouchement par l'Iran, la Russie et une bonne partie du monde arabe. Quant à Bachar al-Assad, son service de communication, dès le lendemain des frappes, le montrait en costume dans une administration à Damas, comme si rien ne s'était passé. Alors pour tenter de figer le temps d'une émission au moins cette surchauffe diplomatique, le service étranger du Figaro se mobilise avec Isabelle Lasserre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste au Figaro des questions de diplomatie et de stratégie. Georges Malbruno, bonjour. Bonjour. Grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Et puis nos trois correspondants qui sont avec nous par Skype. Philippe Gély qui s'est levé aux aurores pour répondre à vos questions depuis Washington. Florentin Collomb et de l'autre côté de l'Atlantique, au Royaume-Uni, que l'on dit lié aux Américains par une special relationship, on y reviendra. Et puis Pierre Avril à Moscou pour décrypter la communication du Kremlin. Bonjour messieurs. Bonjour. Avant de vous poser la question Twitter que l'on vous proposait depuis ce matin, une petite question d'introduction, Georges Malbruno. On a parlé de ces frappes qui ont été annoncées il y a très longtemps, qui n'ont fait aucun dégât collatéral et qui n'ont finalement pas déclenché de conflit militaire, comme certains le prédisaient ou le redoutaient. Oui, pour toutes les raisons que vous avez évoquées, ces frappes avaient été... donc on visait des cibles précises, on détruit la grande partie de l'arsenal chimique de Bachar el-Assad. Les Russes avaient été prévenus, qui avaient prévenu également les Syriens, qui avaient vidé leur base. Le Hezbollah n'a pas été ciblé. Donc effectivement, on a des frappes ponctuelles, comme l'a dit le Pentagone. Et ce qui est curieux de souligner, c'est que d'ailleurs assez rapidement, tout le monde était satisfait. Trump a dit mission accomplie, Emmanuel Macron était content aussi, expérience réussie d'un point de vue militaire. Bachar el-Assad à 8h du matin, quelques heures seulement après ces frappes, est allé travailler comme si de rien n'était. Les seuls finalement à ne pas être satisfaits, ce sont les rebelles, les opposants à Bachar el-Assad, parce qu'eux savent très bien que ces frappes n'ont pas modifié le rapport de force sur le terrain, n'ont pas modifié les lignes de front et que par conséquent, de ce point de vue-là, ces frappes n'ont pas servi à grand-chose. Pour l'instant, en tout cas. La question sur Twitter que l'on vous pose depuis ce matin, vous pouvez continuer à voter. Les Occidentaux, États-Unis, France et Royaume-Uni, ont-ils renforcé ou fragilisé leur crédibilité en Syrie après les frappes punitives survenues ce week-end? On en parlera notamment avec vous, Isabelle Lasserre. Mais d'abord, Florentin, un mot sur les conséquences. Avant de parler des conséquences sur la scène extérieure, parlons du Royaume-Uni qui, comme en France, voit des polémiques. Ceux qui ont mené ces frappes doivent répondre maintenant à certaines polémiques, en tout cas sur la scène intérieure. Emmanuel Macron a tenté de le faire dimanche lors d'une grande interview. Et puis Theresa May, c'était hier face à la représentation nationale. Voici un court extrait. So we have not done this because President Trump asked us to do so. We have done it because we believed it was the right thing to do, and we are not alone. Une question simple, Florentin, est-ce qu'elle a convaincu les parlementaires, Theresa May ? Mais pas encore tout à fait, parce qu'elle a passé plus de 6 heures au Parlement hier à défendre sa position, et elle doit y retourner aujourd'hui pour continuer à argumenter à la suite d'un nouveau débat réclamé par l'opposition travailliste. En fait, les Britanniques étaient très hostiles à ces frappes avant qu'elles n'aient eu lieu. A posteriori, le fait qu'elles aient été relativement limitées a convaincu une bonne partie de ces gens qui étaient réticents. Mais ça crée quand même de vifs débats dans la classe politique. Un double débat en fait. Le premier, c'est la justification ou non des frappes. Et là-dessus, on peut dire que Theresa May a réuni un soutien majoritaire assez large dans ses rangs conservateurs, mais aussi une grande partie des députés de l'opposition l'ont soutenu sur ce point. Et le deuxième débat, c'est celui sur l'implication du Parlement britannique qui a été un petit peu squeezé par la décision de la Première ministre d'intervenir samedi dernier, tout simplement parce qu'il était en vacances à ce moment-là, donc elle n'a pas jugé nécessaire de le convoquer en session extraordinaire. Mais les députés, et c'est là-dessus qu'ils débattent aujourd'hui, s'indignent ou en tout cas s'inquiètent du fait que l'exécutif puisse lancer une opération de ce type sans solliciter au préalable l'assentiment des parlementaires. Et un bref mot, Florentin, est-ce qu'il y a encore dans l'opinion britannique un traumatisme par rapport à 2003 où les Britanniques ont suivi la cavalerie américaine en Irak?
les Américains qui accusaient Saddam Hussein à tort d'avoir des armes de destruction massive. Oui, et c'est tout l'enjeu de ces débats parlementaires ou sur l'importance du rôle du Parlement dans le déclenchement d'une opération extérieure. En 2003, le pays avait été entraîné par Tony Blair dans le sillage de George W. Bush au prétexte fallacieux de la découverte d'armes de destruction massive en Irak, et des années de guerre s'en sont suivies. Et aujourd'hui, c'est ça qui est au cœur des polémiques britanniques, c'est l'indépendance de l'exécutif britannique à ce titre. Et vous avez diffusé la remarque tout à l'heure à laquelle Theresa May répondait, qu'elle n'a pas agi sur instruction de Washington, mais pour l'intérêt national. Merci beaucoup Florentin. Philippe, un peu la même question. Est-ce qu'aux États-Unis, il y a une opposition politique à ces frappes, ou au moins des débats sur la nécessité de recueillir l'approbation du Congrès avant de lancer de telles frappes ? Oui, il y a un débat, il n'est pas tonitruant, il n'est pas déchaîné. La base de Donald Trump est assez mécontente. La droite radicale, qui est isolationniste, version Breitbart ou Alex Jones, eux estiment que Trump les a trahis. Au Congrès, à droite comme à gauche, il y a des élus qui estiment que c'était des frappes insuffisantes, donc pas crédibles, et que les États-Unis apparaissent faibles. D'autres estiment qu'il aurait dû en effet demander l'autorisation du Congrès et s'inquiètent de frappes éventuelles futures contre l'Iran ou la Corée du Nord. En revanche, Philippe, vous dites qu'il n'y a pas de débat tonitruant sur le Parlement ou sur le besoin de le consulter. En revanche, sur les contradictions de Donald Trump en Syrie, c'était l'objet de votre article hier dans le Figaro, dont on va voir voilà quelques extraits. Là, vous dites qu'il y a des discussions assez vives en interne aux États-Unis. Oui, tout le monde demande quelle est la stratégie derrière les frappes, et c'est vrai qu'elle est difficile à identifier dans la mesure où Donald Trump, quelques jours avant d'autoriser, d'ordonner ces frappes, avait annoncé son désir de retirer les 2000 soldats des forces spéciales américaines qui sont présents en Syrie. Au plus tôt, il y a eu des discussions assez vives du Conseil de sécurité nationale. La première réaction de Donald Trump, quand les généraux lui ont demandé « Quand voulez-vous les retirer ?», il a répondu « 48 heures ». Alors évidemment, c'était peut-être une boutade, mais la réunion s'est terminée sur un accord de principe d'un retrait d'ici 4 à 6 mois. Donc c'est quand même très court. Et par ailleurs, il y a donc ces tirs de missiles en réponse à des attaques chimiques. Donc c'est pas forcément très logique, mais je crois que c'est très trumpien dans la mesure où il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une clarification dans les jours qui viennent. Oui, nous allons rester en Syrie, ou non, oui, nous allons continuer à frapper s'il y a des attaques chimiques. Ce sont les deux à la fois. Et je crois qu'Emmanuel Macron s'est trompé dans son analyse de la position américaine. Merci beaucoup Philippe. Vous êtes déjà nombreux à poser quelques questions sur la page Facebook du Figaro et sur la homepage du Figaro, notamment les questions de Rachid, Bettina et Paul que l'on pose dans une poignée de secondes. Un mot quand même à Isabelle Lasserre. Vous êtes la spécialiste diplomatie et stratégie au Figaro. Vous avez recueilli les confidences de plusieurs diplomates suite à ces frappes. Et vous le citez d'ailleurs dans le Figaro du lundi, un diplomate qui vous dit « La faute est réparée », une allusion à la ligne rouge non tenue par Obama en 2013. Est-ce qu'il y a une crédibilité retrouvée des Occidentaux en Syrie ? Oui, ça c'était quand même aussi un des objectifs de ces frappes, c'est-à-dire de réparer la parole occidentale qui avait été abîmée en août 2013, quand d'abord la Grande-Bretagne puis les États-Unis avaient fait défection et dont la volte-face avait en fait enrayé et mis un coup d'arrêt brusque à une opération militaire qui était prévue entre ces trois pays. Alors, les frappes militaires donnent un signal. Les Occidentaux sont de retour dans la région. La parole occidentale est réparée. C'est important parce que elle n'avait pas été abîmée, cette parole, uniquement dans la région, mais les conséquences de ce retrait de dernière minute se faisaient sentir aussi parmi les alliés américains des États-Unis, en Asie par exemple, où le Japon et la Corée du Sud mettaient en doute, et mettent toujours en doute d'ailleurs, la parole de leurs alliés américains. Ceci étant dit, il faut savoir raison garder et ne pas donner non plus trop d'importance à ces conséquences. La situation entre 2013 et aujourd'hui est radicalement différente. Les cibles des frappes militaires sont visiblement beaucoup moins importantes qu'elles ne l'étaient
en 2013 si l'opération avait eu lieu. Et la deuxième chose, c'est que depuis 2013, la situation a complètement changé. L'intervention des Russes et des Iraniens en 2015, en sanctuarisant le régime de Bachar el-Assad et en sauvant son pouvoir, ont créé une situation qui est totalement différente. Et de toute façon, aujourd'hui, frappe ou pas frappe, les Occidentaux n'ont qu'une influence limitée dans ce pays. Et ceux qui décident aujourd'hui, c'est ceux qui ont des troupes sur le terrain, c'est-à-dire la Russie, l'Iran et la Turquie. Merci beaucoup Isabelle. Avant de partir à Moscou, rejoindre Pierre dans une poignée de secondes, quelques questions quand même d'internautes. C'est une émission interactive que je vous pose, Georges. On a Paul qui nous dit comment expliquer que la coalition n'a pas frappé les bases militaires du régime syrien. Et je vous fais les deux questions en même temps. Rachid qui nous dit Bettina, est-ce que les usines chimiques ont toutes été détruites? Alors sur la première question, c'est effectivement une surprise. On s'attendait qu'au moins, par exemple, la base de Doumer, de laquelle l'hélicoptère qui a bombardé Douma avec des gaz chimiques, soit frappé. Elle ne l'a pas été. On s'attendait également aussi, par exemple, qu'à une base militaire, un aéroport militaire qui s'appelle l'aéroport de Mézé, qui est juste situé au pied du palais présidentiel, duquel aussi décollent de nombreux avions pour aller frapper des rebelles, soit visé, que d'une certaine façon, la capacité d'action du régime de Bachar el-Assad, la capacité aérienne, soit un petit peu affectée. Ça ne l'a pas été parce qu'on est resté dans l'épure fixée au début par Emmanuel Macron qui nous avait dit le mardi lors de la conférence de presse avec le prince Mohammed bin Salman des frappes uniquement sur les sites chimiques. Plus de prudence que chez Donald Trump en tout cas. Alors, dans l'intention. Je pense que Philippe pourra nous répondre mieux que moi. Il y a eu visiblement aux États-Unis un débat entre Bolton et les généraux sur ça. La deuxième question, c'était sur... Est-ce que toutes les usines chimiques ont été détruites ? D'après ce que disent justement les généraux américains, il resterait une capacité, je dirais, mineure de fabrication et d'emploi de l'arme chimique qui n'a pas été visée pour une raison très très simple, c'est que probablement que le régime depuis 2013 a aussi envisagé une solution de substitution et a caché entre guillemets encore. Mais quand même, comme l'a dit Jean-Yves Le Drian en France et ou bien le Pentagone aux États-Unis, la grande partie de l'arsenal chimique a été détruite. La question, évidemment, est de savoir si Bachar el-Assad pourrait réutiliser des armes chimiques contre son propre peuple, d'où la question de notre internaute. Pierre, Avril, vous êtes avec nous depuis le début de cette émission depuis Moscou. On a entendu du côté du Kremlin beaucoup de mises en garde appuyées dans les jours qui ont précédé les frappes. Comment est-ce que vous avez perçu la réponse diplomatique de Poutine et de la Russie après ces frappes? On a constaté un soulagement évident, un décalage énorme entre la pression, en tout cas rhétorique, qui s'est exprimée le vendredi avant les frappes, des mises en garde répétées de la Russie, consistant à dire aux Occidentaux, si vous frappez, les conséquences seront très graves, le chaos arrivera au Moyen-Orient et en Syrie. Donc un décalage très grand entre cette rhétorique de dissuasion exprimée la veille des frappes et le soulagement exprimé par Vladimir Poutine quelques heures seulement après le début des frappes, dans lequel le président Poutine a condamné l'intervention, condamnant l'absence de légalité juridique internationale, et tout en précisant par la voix d'un député que la solution sera diplomatique et non pas militaire. Donc il y a même un journal russe qui titrait au lendemain des frappes que Vladimir Poutine a évité à la Russie la Troisième Guerre mondiale. Donc de ce point de vue-là, on peut penser que la Russie a atteint son objectif. En tout cas, il n'y a pas eu l'escalade que les médias, le Kremlin prévoyaient à la veille des frappes. Merci beaucoup Pierre. Allez, faisons maintenant un petit peu de géopolitique au Moyen-Orient. On va vous montrer une carte avec les pays qui sont favorables, qui ont été favorables à ces frappes, et les pays qui ont été défavorables. Georges, peut-être un mot pour commenter ce monde arabo-musulman qui est très divisé sur la question de ces frappes. Ah oui, on voit finalement que assez peu de pays arabes ou musulmans ont soutenu ces frappes. L'Arabie saoudite, l'autre jour, le prince Mohammed bin Salman nous disait à Paris que si l'Arabie considérait que ses intérêts le réclamaient, eh bien, ils interviendraient. Ils ne sont pas intervenus, mais en tout cas, ils soutiennent. La Turquie également, qui a soutenu ces frappes contre Bachar el-Assad. Sinon, eh bien, on voit quand même que c'est soit une hostilité, soit en tout cas beaucoup de gêne. Hostilité affirmée de l'Irak, hostilité, alors là, clairement affirmée également de l'Iran.
hostilités teintées de gêne en Égypte également et en Jordanie, ainsi qu'aux Émirats arabes unis. Les Émirats et la Jordanie, là où sont disposés un certain nombre de nos appareils, et qui n'ont pas souhaité justement que les appareils français décollent de ces bases. Donc vous voyez une situation assez contrastée parce que c'est beaucoup de ces pays qui ont peur finalement que ces frappes ne rajoutent qu'un peu plus d'instabilité à une situation qui est déjà extrêmement à la fois complexe et très instable. Et un focus un peu plus particulier que l'on va voir avec vous, Isabelle, sur la Turquie, qui est considérée par certains observateurs comme un pays pivot dans la crise syrienne. Regardez déjà ce qu'en disait le président français dimanche lors de sa grande interview. Par ces frappes et cette intervention, nous avons séparé sur ce sujet les Russes des Turcs. Vous avez séparé les Russes des Turcs. Les Turcs ont condamné les frappes chimiques et ont soutenu l'opération que nous avons conduite. Alors les Turcs séparés des Russes, c'est vrai que les Turcs s'étaient rapprochés des Russes depuis quelques mois, oui mais voilà, les Turcs dès le lendemain matin ont démenti complètement les propos du président français. C'est à la fois vrai et faux, hein. C'est-à-dire que c'est ponctuellement vrai, c'est-à-dire qu'il y a une séparation sur cette histoire. Et ça ne veut pas dire que les Russes vont divorcer demain de la Turquie. Ce qui est très intéressant, la Turquie est vraiment à cheval entre deux continents, entre deux alliances, entre deux cultures. Son alliance avec la Russie est une alliance de circonstances. Elle partage avec la Russie certains intérêts communs, notamment ces négociations qui ont lieu depuis plusieurs mois à Astana et à Sotchi pour essayer de trouver une issue politique à la guerre en Syrie. Et en même temps, la Russie a des intérêts aussi divergents avec la Russie. Le principal intérêt divergent étant que la Russie soutient le régime de Bachar el-Assad et que la Turquie soutient avant tout les opposants, les rebelles, et que le principal but de la Turquie, c'est de lutter contre les Kurdes en Syrie. Ce qui est très intéressant, c'est que la Turquie pose un problème énorme à l'OTAN. La Turquie est un des piliers de l'OTAN. L'OTAN n'en parle pas publiquement, mais il y a un problème turc aujourd'hui à l'OTAN. L'OTAN qui achète des systèmes de défense antimissiles russes, l'OTAN qui bombarde les Kurdes, etc. Et les pays, les bases de l'OTAN, et notamment les États-Unis et aussi la France d'ailleurs, essayent depuis quelque temps de savoir comment, ramener la Turquie dans le giron de l'OTAN, c'est-à-dire le redonner une couleur otanienne. C'est sans doute aussi ça dont parle Emmanuel Macron. On peut attendre une clarification de la Turquie dans les semaines, dans les mois à venir. Je crois que la Turquie va rester ambiguë. Autant l'alliance entre la Russie et l'Iran, qui au début était une alliance qu'on pouvait qualifier de tactique ou d'intérêt passager, a l'air de s'être transformée vraiment en une alliance stratégique. En tout cas, on peut vraiment se poser la question. Autant l'alliance entre la Russie et la Turquie n'est pas forcément figée dans le marbre. Elle dépendra des intérêts des uns et des autres. Mais la Turquie joue sur tous les tableaux. Et un mot maintenant sur les États-Unis avec vous, Philippe. On va s'interroger quand même sur la lisibilité de la stratégie américaine, qui est visiblement complexe à déchiffrer même pour Emmanuel Macron. Il a assuré dimanche qu'il avait réussi à convaincre Donald Trump de laisser ses troupes en Syrie. La Maison-Blanche a démenti, qui a ensuite contraint le président français à un rétropédalage assez délicat. Vous allez en écouter un extrait. Mais oui, j'ai raison de dire que les États-Unis d'Amérique, parce qu'ils ont décidé avec nous cette intervention, ont pleinement réalisé que notre responsabilité allait au-delà de la guerre contre Daesh. Et donc je souhaite que nous continuions avec les États-Unis à travailler à une solution politique inclusive en Syrie, non pas militaire, qui seule permettra de préserver la souveraineté syrienne, la paix durable en Syrie, l'absence d'émergence de toute forme de terrorisme et l'absence de domination en particulier iranienne en Syrie. Donc Philippe, au-delà de la bataille sémantique, qui a raison? Est-ce que les troupes américaines vont rester en Syrie, comme le dit Emmanuel Macron, ou la Maison-Blanche qui précise que ce n'est pas le cas et que la ligne va rester la même? Vous avez raison de parler de sémantique. Je crois que Emmanuel Macron joue encore, là, comme le disait Isabelle tout à l'heure, il joue un peu sur les mots. D'abord, ce n'est pas le président français qui peut définir la position américaine, surtout lorsqu'il est contredit par le président des États-Unis. Ça ne fait pas beaucoup de sens. Le fait que les Américains ou les forces américaines resteraient en Syrie au-delà
de la défaite totale de Daesh, ça c'est une affirmation qui est totalement en contradiction avec la position adoptée par la Maison-Blanche. Trump a clairement dit qu'il veut que les autres s'occupent de cette région. Le Wall Street Journal révèle ce matin que Washington essaye de mettre sur pied une force arabe pour s'occuper de la Syrie et pouvoir se retirer. Je ne vois pas tellement l'intérêt de cette polémique, ça me paraît assez contre-productif, d'autant que le président Macron vient à Washington dans quelques jours, qu'il aurait pu se flatter d'avoir influencé à la marge Donald Trump, qui avait des velléités de mener une attaque beaucoup plus forte. Et en fait, si la France a eu une influence, c'est en conjonction avec les généraux américains de modérer l'énergie guerrière de Trump dans cette affaire et de concentrer les frappes sur uniquement des cibles chimiques. Donc ce que vous nous dites, Philippe, c'est que finalement, Emmanuel Macron a peut-être influé sur la politique américaine, mais qu'il ne fallait pas forcément le dire. Isabelle, je vous pose du coup cette question. La Turquie et les États-Unis qui démentent les propos d'Emmanuel Macron, même pas 24 heures après son interview de dimanche, et des internautes nous disent prétention, immaturité, maladresse, et un autre qui nous dit, les Spilo, il s'approprie bien plus d'importance qu'il en a réellement. Je vais vous répondre en une phrase. Je pense que l'influence d'Emmanuel Macron sur le président Trump, on ne va pas la voir maintenant, on va la voir au mois de mai, le jour où Donald Trump décidera ou non de déchirer définitivement l'accord sur le nucléaire iranien. Parce que c'est ça l'un des fondamentaux de la diplomatie française aujourd'hui. Les Français veulent sauver l'accord sur le nucléaire iranien. Ils font tout pour essayer de convaincre Trump. Et l'influence française va se mesurer sur le président américain va se mesurer à ce niveau-là. Par ailleurs, plus concrètement sur les frappes, il paraît à peu près certain que, enfin en tout cas probable que Donald Trump voulait aller beaucoup plus loin et taper des objectifs liés aux intérêts iraniens et qu'Emmanuel Macron a réussi à le remettre dans un chemin beaucoup plus limité. Donc si ça c'est vrai, et ça a l'air de l'être, ça c'est quand même une influence déjà. Merci beaucoup Isabelle. Florentin, un mot quand même sur la stratégie adoptée par la Première ministre Theresa May. En préparant cette émission, vous me disiez que c'était une volonté de sa part de faire revenir le Royaume sur la scène diplomatique. Alors c'est vrai qu'elle a mené l'offensive dans l'affaire Skripal, puis aussi en copilotant cette attaque en Syrie. C'est une volonté de retour ? C'est une volonté de démontrer aux opposants au Brexit que le Brexit ne signifie pas un départ du Royaume-Uni de la scène internationale. Et on est dans un moment pivot très important pour le Royaume-Uni à cet égard, parce que on est entre deux phases du Brexit. La première phase a été réglée, c'est le divorce, les conditions du divorce avec l'Union européenne, c'est à peu près réglé. La seconde phase commence maintenant, c'est la négociation de la future relation, beaucoup plus importante, entre l'Europe et le Royaume-Uni. Et dans cette phase, le Royaume-Uni cherche à inscrire le rôle qu'il doit jouer sur la planète. On l'a vu avec l'affaire Skripal de l'empoisonnement à Salisbury, que Theresa May a réussi lors d'un Conseil européen avec ses 27 partenaires de l'UE à s'entourer d'une solidarité de ses partenaires. Et là, deuxième acte, sur cet acte du régime de Bachar el-Assad en Syrie, elle veut montrer qu'elle est au premier plan de la réaction des Occidentaux sur cette question. Merci Florentin. Une remarque quand même d'un internaute Mutlu qui nous dit « On ne veut ni les Américains, ni les Européens, ni les Russes. À chaque fois qu'ils interviennent quelque part, c'est un drame humanitaire qui se pose. » Ça pose une question, comment dire, l'avenir politique de la Syrie se joue presque uniquement avec des acteurs régionaux, que ce soit la Russie, l'Iran, les États-Unis. On entend peu finalement les Syriens eux-mêmes prendre en main cet avenir politique. Non, c'est bien un des problèmes de cette guerre, c'est que les Syriens, ou les Syriens en tout cas, les Syriens déjà sont divisés, fracturés, et donc c'est très difficile de parler en leur nom, en tout cas au nom d'une entité globale. Et effectivement, aujourd'hui, enfin la situation s'est un petit peu clarifiée parce qu'on a aujourd'hui effectivement la Turquie qui au nord a une influence réelle,
qui est, on en parlera peut-être tout à l'heure, le dernier parrain des rebelles, après la chute de la Ghouta dans la banlieue de Damas, où les groupes rebelles étaient parrainés par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Ces rebelles ayant été défaits, eh bien aujourd'hui, la Turquie, elle a un rôle pivot. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, elle est courtisée. Il y a la Turquie, il y a la Russie, évidemment, l'Iran, même si l'Iran, depuis quelques semaines, a tendance à jouer un petit peu profil bas. Elle n'a pas été active dans l'évacuation de la Ghouta. L'offensive turque sur Afrin contre les Kurdes dans le nord-ouest, l'Iran aussi a été extrêmement discrète. Mais c'est celle qui a condamné le plus fermement. Oui, alors il y a eu Ali Khamenei, le guide, qui effectivement a qualifié de criminel Donald Trump, Theresa May et Emmanuel Macron. Mais les Iraniens et leurs compères du Hezbollah, leurs alliés du Hezbollah au Liban, ont été assez réalistes et modérés en disant de toute façon, ça ne change rien. Et donc, ils vont rester évidemment présents sur le terrain, comme ils le sont depuis maintenant plusieurs années. Merci Georges. Philippe, un commentaire d'internaute qui ressemble un petit peu à la question que je posais à Florentin sur le traumatisme de 2003. Abraxas qui nous dit en 2003, le secrétaire d'État américain Colin Powell lançait au monde « Il ne peut faire aucun doute que Saddam Hussein a des armes biologiques et qu'il a la capacité d'en produire rapidement d'autres ». On connaît les résultats de l'enquête. Ce sont des éléments de communication qu'on entend encore aujourd'hui dans l'opinion américaine ? Pas vraiment, parce qu'il n'y a pas d'envoi de troupes. Il y a un article du New York Times qui a posé la question de savoir si on avait même effleuré l'arsenal chimique syrien. Apparemment, il n'y a pas eu de nuages toxiques, en tout cas décelés par les services de renseignement américains. Donc on se demande si on n'a pas frappé des cibles totalement vides. Mais cela dit, je crois que pour une grande majorité de l'opinion américaine, le fait de réagir militairement après des images terribles d'enfants gazés, de civils innocents tués de cette manière, sans pour autant envoyer des troupes américaines sur le terrain et prendre des risques comparables à l'invasion d'Irak, globalement, Donald Trump a plutôt le soutien de l'opinion américaine. Et puis, Pierre, un commentaire aussi d'un autre internaute qui nous disait par rapport à la relation entre la Russie et la Syrie, le voici, l'affaire syrienne coûte cher à Poutine comme à la Russie pour un profit très relatif. C'est une question que l'on pose souvent, qu'on vous a déjà d'ailleurs posée dans cette émission, le fait que la Syrie soit devenue un allié gênant pour la Russie. Qu'en dites-vous? Et est-ce que la Russie a vraiment un plan de long terme en Syrie? On dit qu'elle a réussi ses opérations militaires, mais qu'elle peine à les transformer en succès politique. Oui, c'est certain que la Russie peine à transformer ses succès militaires en succès diplomatiques. La thèse selon laquelle, effectivement, la Syrie est un allié gênant pour la Russie, on ne la ressent pas tellement ici, c'est-à-dire qu'on voit bien la tentation occidentale d'enfoncer un coin entre Damas et Moscou, mais ce dernier épisode, à mon avis, va montrer que la relation, au contraire, va se renforcer, puisque tout a été fait au lendemain des frappes pour montrer que cette relation, au contraire, va se renforcer. Plusieurs analystes soulignent que désormais Bachar el-Assad et Poutine sont dans le même bateau et que leurs sorts sont inextricablement liés et que ça ne changera pas. Donc il y aura plutôt un renforcement de la coopération entre Damas et Moscou, ce qui veut dire que Moscou est engagé effectivement de long terme, sera engagé de long terme sur le terrain syrien. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que en Russie, il n'y a pas eu d'armes chimiques et il n'y a pas eu d'attaque chimique. La Russie n'a cessé de dire que tout ceci est une mise en scène, et même avant les frappes, les diplomates russes mettaient en garde les Occidentaux contre la tentation de mettre en scène une attaque chimique qui aurait pour but de créer une provocation. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui, alors qu'on parle des attaques chimiques en Occident, ici, on ne croit pas à la thèse selon laquelle il y a eu une attaque chimique, et qu'au contraire, ce serait une espèce de mise en scène, notamment orchestrée par le Royaume-Uni et par les Occidentaux. Donc il n'y a pas de changement à attendre du point de vue de la Russie. Sans doute un renforcement effectivement de la coopération entre Assad et Poutine,
Et en tout cas, il faut comprendre que désormais, les militaires russes ont vraiment la situation en main sur le terrain et que l'essentiel de la communication militaire en Syrie aujourd'hui passe par Moscou, de facto. Merci Pierre. En tout cas, Vladimir Poutine aurait certainement répondu fragilisé à la question que l'on vous pose sur Twitter depuis ce matin. Selon vous, les Occidentaux, États-Unis, France, Royaume-Uni, ont-ils renforcé ou fragilisé leur crédibilité en Syrie après les frappes punitives survenues ce week-end? Vous êtes 64% à nous dire non. Un mot, Isabelle, peut-être qu'il y a un décalage entre le retour de la crédibilité des Occidentaux d'un point de vue diplomatique, dans les coulisses des discussions diplomatiques, et puis dans l'opinion, tout simplement. Je crois qu'il y a un décalage entre les notions de crédibilité et d'efficacité. C'est-à-dire qu'on peut rétablir sa crédibilité sur une parole qui n'a été donnée et puis retirée, et puis ne pas avoir d'efficacité parce que tout simplement la situation ne s'y prête pas. Donc je pense que c'est vraiment ça, la différence. Et un dernier mot, Georges, sur la concurrence entre les deux processus de paix que l'on connaît maintenant sur l'avenir politique en Syrie. Il y en a un à Astana qui réunit la Turquie, l'Iran et la Russie, un à Genève qui est préféré évidemment par les Occidentaux et Emmanuel Macron. On voit mal, après ces frappes, tout ce petit monde se réunir autour d'une grande table et organiser l'avenir politique en Syrie. Effectivement, c'est ce que souhaite Emmanuel Macron, qui l'a dit immédiatement après les frappes. Il dit voilà, il faut revenir à la table des négociations, les Nations Unies doivent jouer un rôle central. Et pour replacer le processus de Genève, qui est dans l'impasse, il y a eu 8 réunions, sans succès parce que le régime ne fait aucun effort, il estime qu'il a gagné et qu'il n'a pas à faire de concessions. Et il y a effectivement l'autre processus concurrent, celui d'Astana, qui réunit ceux qui sont, je dirais, acteurs du conflit, la Russie, l'Iran et la Turquie, qui a produit quelques résultats au plan militaire, mais peu au plan diplomatique. Lequel des deux va dominer? Je pense que ça va être encore Astana, parce que la traduction politique de ces frappes militaires au regard des Occidentaux, je ne vois pas comment elle pourrait se faire. Et donc, il y a un pays qui va jouer un rôle charnière, c'est la Turquie, parce qu'encore une fois, on voit bien qu'elle est courtisée, elle est la pierre angulaire aujourd'hui des futures négociations, puisqu'elle est le dernier pays parrain des rebelles. Elle est dans le cadre d'Astana, mais elle a approuvé ces frappes, et donc Emmanuel Macron a dit elle s'est séparée de la Russie, ce qui est faux, mais il y a une tentation, il y aura une tentation de la part à la fois de la France et des États-Unis, de la faire revenir un petit peu de ce côté-ci. Est-ce qu'Erdogan peut y accéder? S'il y voit un intérêt électoral, peut-être, et surtout, il faut qu'il y ait quelque chose contre les Kurdes qui restent son ennemi juré. Et donc là, on rentre de nouveau dans les négociations sur le nord-est de la Turquie. Donc voilà, mais je pense que le processus qui, faute de mieux, et hélas pour nous, risque de prédominer, ça devrait être Astana. Isabelle Lasserre. Si je peux me permettre juste, en fait, ce qu'essaye de faire la diplomatie française aujourd'hui, c'est non pas de relancer Genève pour que Genève soit en parallèle avec Astana, mais c'est d'essayer de jouer un rôle de médiateur en utilisant le chemin ouvert avec les Turcs pour ensuite réussir à convaincre la Turquie et essayer de bâtir un compromis qui peut-être à terme permettrait d'avoir une espèce de mélange de Genève et d'Astana. Les Français ont déjà essayé de faire ça il y a plusieurs mois, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont plutôt en position de force parce que quand même ces frappes et c'est là que la question de la crédibilité peut jouer un jeu. Donc le but, c'est d'avoir un compromis et d'essayer de réunir toutes ces parties pour mettre fin à la crise syrienne. Les mois qui viennent nous diront si ce pari va réussir ou pas. Et une dernière question, vous êtes plusieurs dans les commentaires à reprendre ce que vous disiez, Philippe, sur la possibilité que les frappes américaines occidentales, disons, aient frappé des hangars vides. Elan, un internaute, nous dit à peu près certain, effectivement, qu'on a tapé sur des hangars vides. Est-ce que, Georges, il y a une polémique qui monte, qui commence à surgir, ou des enquêtes qui vont être diligentées et qui pourraient, du coup, peut-être décrédibiliser ces frappes qui se voulaient chirurgicales, extrêmement bien préparées?
Non, ça me paraît peu probable. Il y a eu quelques journalistes qui sont présents à Damas, qui ont été promenés sur le site du CERS, qui a été visé. Alors on dit évidemment, c'est un laboratoire pharmaceutique. Aussi samedi, j'ai appelé quelqu'un qui travaillait au CERS, il m'a dit que c'était un laboratoire d'étudiants, etc. Donc il y aura un démenti de la part des autorités. D'après ce qu'on a entendu aux États-Unis, il est assez difficile de transporter les équipements et les produits qui étaient fabriqués dans ce laboratoire. Voilà, donc je pense qu'il n'y aura pas de polémique parce qu'on savait, d'ailleurs Israël avait frappé aussi le site de Jamraya qui est voisin, Maïsaf à de nombreuses reprises. Simplement ce qu'il y a, c'est que tout n'a pas été détruit parce que probablement que le régime a dissimulé et a quelque part en Syrie une espèce de laboratoire clandestin qui lui permet de fabriquer probablement et peut-être d'employer hélas de nouveau des armes chimiques. Merci à vous, Georges Malbruno, Isabelle Lasserre, nos correspondants Florentin Collomb à Londres, Pierre Avril à Moscou et Philippe Gély à Washington. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt sur Figaro Live. Ciao.